Vous m'avez dit qu'il y avait des questions. On peut peut-être les voir tout de suite. Eh bien, ça sera fait. Absolument. Alors, les auditeurs sont tout à fait intéressés par cette émission, mais il est vrai que nous avons des experts qui sont savants en la matière, mais parfois on a du mal à les suivre quant à la définition des termes. Ainsi, de nombreux auditeurs demandent une définition précise de ce qu'est. Moi, j'ai une petite idée là-dessus, mais on va laisser les experts le dire bien mieux que moi. Qu'est-ce qu'une banque systémique ? Qu'est-ce que ça veut dire, banque systémique ? Alors, une banque systémique, c'est une banque dont le défaut de paiement entraîne le collapse, de tout le système. La chute du système. La chute du système complet. C'est-à-dire que les banques sont tenues entre elles par la nécessité de payer absolument, c'est par le système des paiements. Hein. Ce système des paiements fonctionne par compensation. Ces compensations est une compensation qui est gérée par des institutions privées, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Et si une des banques fait défaut, évidemment, tout le système des paiements s'effondre, puisque la monnaie, sous sa forme actuelle, n'est-ce pas, partout, dans le monde entier, c'est un actif passif. Ce qui circule, ce sont les passifs bancaires. Ce sont les passifs bancaires. Et donc, il importe que la liquidité du système de compensation soit absolument assurée. Et c'est ce qui s'est passé lors de la crise des subprimes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. C'est ça qui a motivé l'intervention des États. C'est pour sauver le système interbancaire de compensation. Sinon, il n'y a plus de paiement possible. Voilà. Donc une banque est systémique à partir du moment où un défaut de paiement entraînerait le système dans le gouffre. À la limite, la Société Générale s'écroule, c'est à la limite plus grave que si l'État grec, par exemple, est en rupture de paiement. Bien entendu. Tant la matière financière est importante. Absolument. C'est bien ça. Sauf qu'ils ont trouvé une combine bien simple. Philippe par rapport Pascot. à ça, rappelez-vous le Crédit Lyonnais. Ils ont fait rembourser par les contribuables. Aujourd'hui, le système des banques ne peuvent plus s'écrouler puisque les banques font les bénéfices et les déficits sont payés par les clients. Donc, oui. Il y a une exception à ça d'ailleurs, c'est l'Islande, probablement par référendum. L'Islande a mis les banquiers en prison. Voilà. L'Islande a eu le courage de ne pas faire payer le peuple. C'est un vrai modèle. Voilà, parce que là, il y a un scandale qui est arrivé, je crois, hier avant-hier, la banque AXA en Suisse. Où ils ont fait très fort, c'est-à-dire qu'ils ont triché, retriché, et puis ils viennent de se dissoudre. Ni vu ni connu, on n'en parle plus. Ouais. Et ça aussi, malheureusement, personne n'en parle. Sauf les impliqués. Parce que ça ne regarde pas le peuple. Le peuple, il est juste là pour payer. Exactement, oui. C'est-à-dire, ce qui m'avait intéressé, je vous ai parlé d'une réunion que j'avais eue au Kremlin sur ces questions de contrôle des féodalités, disons. Et ils avaient invité justement des représentants islandais. Ils avaient trouvé ça extrêmement intéressant. Alors ça ne correspond pas à la doxa, parce que dans la doxa, évidemment, chez Poutine, il n'y a que des dictateurs et ils sont complètement liés aux oligarques. Mais ils avaient quand même invité les Islandais, ce qui était un exemple intéressant d'une autre façon de penser, peut-être. Alors, il y a un deuxième pays qui a fait ça aussi, c'est l'Irlande. Je m'excuse d'intervenir. L'Irlande a aussi mis des banquiers en prison. C'est pour ça que leur économie va un petit peu mieux que la nôtre. Oui, c'est vrai, il y a l'Irlande d'ailleurs, c'est vrai. C'est les deux seuls pays au monde qui, au lieu de faire payer le peuple, s'est attaqué à ceux qui avaient mal géré. Pardon. Oui, non, c'est très important. Notre ami Stocker, qu'est-ce qu'il y a encore ? Alors, mais beaucoup à la fois, encore une fois, des émissions passionnantes, des félicitations, indéniablement. Sinon, beaucoup de questions, mais j'ai l'impression que personne ne veut vraiment aller au fond du sujet. Beaucoup de questions sur le Front National et la clôture de ses comptes. Un auditeur, la connivence entre le politique et le financier trouve une belle illustration dans la clôture des comptes bancaires du Front National.
Oui, mais on n'a pas le dossier de cette affaire, donc on ne peut pas entrer dans le détail. Sur le plan du principe général, on en a déjà parlé tout à l'heure, notamment M. Pasqua et moi-même. Bon, on est bien d'accord pour dire que les pratiques qui sont adoptées sont des pratiques scandaleuses et même, on pourrait dire, frauduleuses, mais contre un parti quel qu'il soit d'ailleurs, mais c'est un fait. Bon. Mais je ne vois pas où on peut aller plus loin parce qu'on n'a pas le dossier. Alors Yvan Blot, avant de poursuivre avec vos invités l'émission, est-ce qu'il est possible, ça aussi, on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs auditeurs qui souhaitent acheter les ouvrages dont il est question. Donc est-ce que les auteurs pourraient rappeler, préciser bien de façon extrêmement claire à la fois le nom des auteurs, le titre des livres, la maison d'édition. On commence par qui ? Comme vous voulez, mais dites-le lentement, parce que sinon les gens ne pourront pas noter. Honneur aux dames. Eh ben oui, ça me paraît le normal. Prenons le temps de le faire, c'est tout votre intérêt. Alors, Jean-Rémy et moi-même, Valérie Bugeaud, avons écrit « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie ». C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Sigest en juin 2017 et dont le sous-titre s'intitule « Les moyens d'une véritable démocratie ». Avec une préface de Philippe Boursier de Carbon. Alors, Ivan Stefanovic. Ah oui, moi j'ai écrit, mais ça date un peu, c'est de 2014, un bouquin, on était 7. On a fait un pavé, là, ça fait 700 pages, là. L'histoire secrète de la corruption sous la Ve République. C'est tout un programme. Mais ton dernier est pas mal aussi. Et puis mon dernier, qui me vaut un procès du Sénat, M. Gérard Larcher, que je connais depuis 25 ans, que j'aime bien d'ailleurs, mais il n'a pas apprécié du tout. Ce qui prouve que ton bouquin est bon. Oui, alors j'ai commis le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes. Et c'est paru l'année dernière aux éditions du Rocher. C'est des livres que je conseille fortement. N'hésitez pas à les acheter. Alors, avant de conseiller les livres des autres, vous pouvez, Philippe Pasqua, parler des vôtres. Moi, j'ai sorti 4 livres, Délit d'élu, du Goudron des plumes. Celui qui a le mieux marché s'appelle Pilleur d'État, puisque j'en ai vendu, je crois, 110 000. Ce qui est pas mal, paraît-il, dans le monde de l'édition. Hein. Et le dernier, qui marche aussi pas mal et que je conseille à tous les auditeurs, parce que je connais bien l'auteur, ça s'appelle « Allez presque tous vous faire 5 points de suspension ». Et ça ne parle que de choses factuelles. Je n'ai rien inventé. Je n'ai pas déliré, j'ai pris des faits, j'ai mis des livres, et je mets les noms. C'est-à-dire que, par exemple, sur mes 4 livres, j'ai eu un seul procès d'ailleurs pour ça, moi aussi, j'ai mis 1400 noms d'élus qui ont mis les doigts dans la confiture. Ah oui, dans ce livre-là. Dans les 4, sur les 4. Dans le dernier, j'en ai mis quelques-uns. Et je ne fais que du factuel, donc je n'invente rien, je prends des faits et je les écris, mais je les écris alors qu'ils ne voudraient pas qu'on les écrive, les élus. C'est-à-dire que j'écris en général ce qui cache sous le tapis. Voilà. Allez presque tous vous faire 5 points de suspension. Ce qui laisse quand même de l'espoir. C'est ce que disait Churchill, ce que vous dites. Vous n'êtes pas loin, là. Churchill disait « La politique, vous savez, c'est un combat de chiens sous le tapis. » Je pense que le peuple doit seulement soulever le tapis. Plus on soulèvera le tapis, moins ils pourront mettre de poussière en dessous. Plus on saura, moins ils pourront faire. Plus on sera transparent, moins il y aura d'abus. Toutes ces choses-là se passent dans l'opacité. Plus c'est opaque, plus ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À nous, justement, qui sommes des impliqués, qui savons aller chercher sous le tapis, de mettre face au public tout ce qu'ils font. C'est vachement plus difficile de dire que tu es honnête, parce que moi j'ai des élus comme ça. J'ai mis par exemple le salaire de tous les élus dans un de mes livres. Leur salaire, ce qu'ils gagnent, mais pas ce qu'eux déclarent. Ben si, parce que j'ai mis aussi ce qu'ils déclaraient. Ce qu'ils gagnent vraiment. Ouais. Quand vous voyez que des députés, j'en connais 2 ou 3 qui gagnent quasiment plus de 1 million d'euros en 6 mois. Ce sont ceux en général qui en plus s'empressent de récupérer leurs indemnités. C'est pas ceux qui les laissent. Ouais. Il y a un malaise. Quand ce type-là vient vous dire qu'il est pauvre, quand vous le savez, vous y croyez plus. Il n'y a pas un élu aujourd'hui parlementaire député qui gagne moins de 12 000 euros net. 12 000 euros net. Et ceux qui sont à 12 000 euros net, c'est les plus pauvres. Il y a un moment donné, arrêtez de nous faire croire que vous n'avez pas une thune. Arrêtez de voter des lois pour faire la chasse aux mecs qui sont RSA. 500 € par mois. On augmente les effectifs, on vote des lois pour augmenter les effectifs, pour contrôler les gens du RSA, et l'optimisation fiscale, qui est du vol. On fait rien. Il y a un malaise.
Alors, ce qui est frappant, comme vous le dites vous-même, en plus vous avez eu un engagement politique dans le passé, d'après ce que vous dites, c'est que gauche ou droite, c'est lissé comportement aujourd'hui. est le même. Hein, je pense. Mais maintenant, c'est les mêmes. C'est blanc bonnet et bonnet blanc, ou bonnet noir, comme on dit. Mais c'est les mêmes. La seule différence, c'est qu'ils ne s'assoient pas au même endroit dans l'hémicycle. Mais sinon, c'est les mêmes. Et après, il ne faut pas s'étonner, effectivement, de voir des sondages où on vous dit que la confiance dans les partis politiques est de 12% en France. Moins que ça c'est le sondage officiel. Oui. Oh bon, il est déjà pas mal. Vous voyez déjà qu'avec combien... Moi, je connais que le sondage officiel, avec le mais il est pas mal. pourcentage sur lequel sont élus les parlementaires. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai des élus, j'en ai les preuves, encore une fois, qui sont élus avec 1,5 électeurs sur 10. 1,5 électeurs sur 10. Est-ce que ces gens-là sont représentatifs de la population ? Le système est vérolé. Le système soi-disant démocratique, comme disait madame, n'est plus un système démocratique. Ils ont mis un système démocratique qui, en fin de compte, est une dictature insidieuse. 1,5 électeurs sur 10. Moi, j'ai des sénateurs, j'en ai les preuves aussi, qui ont été élus avec 11 voix. Ces gens-là ne font plus de campagne électorale. Ils font un dîner. Ah bon, au Sénat, oui, ça c'est sûr. Ils font un dîner. Et ils ont leurs 11 voix. J'en ai même un qui a eu 2 abstentions. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait servi de la viande au dîner et il y avait 2 mecs qui mangeaient que du poisson. Il a eu 2 abstentions. C'est une raison. Sénat, Une raison alimentaire. C'est le cas Au de... Sénat, on a un sénateur de 77 ans qui Yvan Stefanovic. vient d'être élu. C'est un homme d'affaires. Il a été élu par des Français de l'étranger, donc environ par 500 personnes. Mais il a payé des billets d'avion à tout le monde, il les a invités. Mais il a le droit. Il n'y a absolument rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Oui. On ne peut pas le dénoncer. Si, on peut le dénoncer. Oui, mais ses petits camarades ont du mal, quoi. Ouais. C'est très gênant. Et il s'est fait élire, il a créé son propre parti, sa propre liste, sa propre association, etc. Ah non, l'association, c'est sa femme. Non, c'est lui. Ah, c'est un autre alors. Non, c'est celui. Non, c'est extraordinaire. Hein, Moi, j'ai eu un cas qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais jeune parlementaire, parce que j'imaginais pas des choses pareilles. C'était un collègue qui est mort maintenant, on peut citer son nom, il s'appelait Massoubre. Il se faisait élire en Picardie, dans l'Oise. Oui, l'Oise, c'est ça. Et il avait une particularité, c'est qu'il vivait aux États-Unis. Et donc, il ne venait jamais, évidemment. Et alors, pendant sa campagne électorale, alors il faisait un petit voyage ou 2, c'est tout, mais le résultat, il n'était pas là, il faisait pas de campagne électorale. Mais par contre, il versait des cadeaux à toutes les associations du département, etc., avec un gros chèque. Donc, ça compensait, évidemment, son absence permanente. Et il était absolument jamais là. Alors, il était élu, pourquoi ? Parce qu'il avait l'étiquette, à l'époque, c'était le RPR, qui lui permettait, les gens votent l'étiquette, hein, ils votent pas l'homme, donc il avait un pourcentage de voix tout à fait convenable, évidemment. Et il a été comme ça réinvesti plusieurs années par le parti, qui lui a jamais fait la moindre observation sur son comportement. Et voilà, quelqu'un qui vivait à l'étranger, qui ne faisait strictement rien pour la République, et qui a été réélu grâce au système des partis, là, pour le coup. Là, c'est vraiment le système des partis. C'est pas le seul. Hein. J'ai plein d'exemples comme ça. Non, celui-là, je l'avais bien connu, c'est pour ça que je le cite. J'en ai mis un qui venait une fois par an. Ah bah voilà, c'est ça, oui. Une fois par an. Oui, il a été élu 7 ou 8 mandats. Et en plus, le mec le déclarait. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune honte à dire « mais moi, je ne viens qu'une fois par an ». Ça lui suffisait. Il allait chez le coiffeur, ce jour-là, parce qu'il ne paye pas cher, le coiffeur, hein, et puis il rentrait. Est-ce que c'est ça, les élus qu'on devrait avoir ? Est-ce que c'est ça, les politiques ? Et c'est sûr qu'en ayant ces politiques, mais c'est un bonheur pour les lobbying, c'est un bonheur pour l'économique de contrôler ces gens-là. Parce que quand vous venez pas, etc., il faut quand même que vous fassiez un petit peu montre d'apparence. Donc on s'aperçoit que c'est les lobbying, c'est les industries qui font les lois et qui les donnent à voter à ces gens-là. Oui, et comme, encore une fois, il n'y a pas de contrôle, il n'y a aucun contrôle. Je l'ai mis dans un de mes livres. Philippe Maurice, vous voyez qui c'est ? Les cigarettes. Les cigarettes, oui. On fait une fois 51... Il y a 51 députés qui ont repris le texte à la ligne près. Ils ont juste fait un copier-coller pour déposer un texte de loi sur les cigarettes. Ils ont juste changé leur nom. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous pensez vraiment que Philippe Maurice a pondu un texte de loi pour que les gens arrêtent de fumer ? Eh bien, il y a 51 députés qui ont voté ça, qui ont déposé ce texte de loi. Moi, en tant que simple citoyen, mais je jure, je trouve ça complètement inadmissible. Et je dis bien, écoutez bien, c'est aussi bien des élus de droite que de gauche. Parce que souvent, quand je dis ouais, c'est normal, non, moi je ne parle pas de droite et de gauche, je parle de système comme vous. C'est le système qui est vérolé. C'est le système qui permet à ces gens-là de déposer des textes de loi, de faire des lois qui ne sont que des lois faites pour des corrompus.
Pardon. Non, ne vous excusez pas. C'est au contraire, ça éclaire nos le système auditeurs. est encore pire parce qu'avec les élus Yvan macroniens Stefanovic. ou macronistes, bon, il y en a une bonne part qui sont chefs d'entreprise et on découvre parmi eux des gens qui faisaient du lobbying très officiellement. Et donc on aura, et c'est bien entendu quand on étudie les débats qui sont passés pour l'adoption des lois pour donner confiance au peuple dans les institutions politiques ou une moralisation de la vie politique, entre parenthèses, en permanence à l'Assemblée nationale, lors du vote des amendements, sauf à la fin, les 2 votes importants, il n'y avait que 150 personnes. 150. Ce qui veut dire que l'absentéisme qu'ont critiqué les anciens élus, professionnels de la politique, qui ont été obsédés par 2 choses, parce qu'ils travaillent pour 2 choses principales. Ils travaillent pour éliminer leurs ennemis, potentiels, qui pourraient lui piquer la place, et ils travaillent pour avoir un clan. Ils ont un clan autour d'eux, 20, 30, 40 personnes, pour leur fournir des emplois. Ce sont des chasseurs d'emplois, plus ou moins fictifs. Eh bien ça il faut dire que c'est un gros travail, ça. Ils travaillaient 70 heures par semaine. Mais je vous assure que c'est vrai, parce que ça représente un gros boulot. Les nouveaux, moi j'en ai interrogé, parce que je projette de faire un livre là-dessus. Mais ils disent en privé, les nouveaux, là, les macroniens, que 1 ou 2 jours par semaine, on ne les verra pas, parce qu'ils s'occupent de leur affaire. Ou ils sont partie prenante d'un truc. Donc ça, c'est le monde de l'entreprise qui a pris le pas sur l'Église et sur l'État. J'ai un autre exemple hyper intéressant que je vais vous donner, que j'ai découvert. Coca-Cola. Ça vous dit quelque chose ? C'est quand même quelque chose qui est bourré de sucre. Eh bien, Coca-Cola, aujourd'hui, a réussi à prendre la direction d'un organisme d'État qui s'occupe de lutter contre l'obésité dans le sport. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est Coca-Cola qui explique aux sportifs comment boire du coca après avoir couru. C'est bien. Si ça, c'est pas un non-sens, je veux qu'on m'explique. Qui peut croire aujourd'hui, sauf les élus qui l'ont voté, sauf les hauts fonctionnaires qui l'ont accepté, que Coca-Cola est là pour que les gosses boivent moins de coca en courant ? Eh bien, aujourd'hui, en France, c'est pas dans un pays comme ça, Coca-Cola dirige l'organisme officiel et d'État qui s'occupe de lutter contre l'obésité dans le sport. Chapeau. C'est pourquoi, d'ailleurs, face à ce système dit représentatif, comme on dit, système politique représentatif, vous rencontrez toujours un malaise considérable si vous commencez à défendre les référendums et la démocratie directe. Parce qu'évidemment, ça ne permet pas toutes ces combines. Et alors moi, je me suis bagarré quand j'étais à l'Assemblée nationale pour qu'on développe les référendums, parce que je connaissais bien la Suisse. Et j'avais trouvé que c'était un système intéressant pour lutter contre la corruption, d'ailleurs. Pour lutter contre la corruption, par exemple, c'est intéressant parce que... si, je ne sais pas, un maire veut construire une tour dans sa ville, contre l'avis de ses concitoyens. Bon, en France, il construit la tour, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Mais en Suisse, par exemple, c'est tout à fait différent, parce que les citoyens ont la possibilité de déclencher eux-mêmes, par des signatures, un référendum contre cette tour. Donc même si le conseil municipal a voté la tour, s'il y a une majorité de citoyens qui dit non, la tour ne se construira pas. On a un bel exemple qui est l'exemple du métro c'est pas une tour, mais l'exemple du métro de Zurich. Ça fait 15 ans que le maire veut absolument construire un métro avec un budget gigantesque et les citoyens disent non parce que ça coûtera trop cher, ça augmentera les impôts, on n'en a pas besoin, la circulation est fluide, ce qui est vrai d'ailleurs. Et voilà, donc ça empêche évidemment toute une série de combinaisons et de corruption. Je ne dis pas que ce soit une solution parfaite pour tout, mais en tout cas ça limite les dégâts. Et alors on n'en veut pas. Alors moi je vois un exemple, j'avais réussi à force de lobbying, moi aussi j'avais fait du lobbying, j'avais réussi à persuader l'ancien président Sarkozy de faire une réforme de la Constitution pour permettre l'existence de référendums d'initiative populaire. C'est-à-dire de référendums qui ne sont pas déclenchés par le président de la République quand il veut, mais déclenchés par des pétitions de citoyens. Alors là, évidemment, le déclenchement du référendum échappe évidemment à l'oligarchie politicienne. Et alors, il était embêté. Finalement, il y a quand même un texte qui en est sorti. J'avais obtenu la signature de 100 députés pour soutenir le texte. Au Sénat, j'ai eu aucun soutien. Mais alors vraiment, ce qui s'appelle aucun. Et j'ai même failli prendre une baffe de votre ami Larcher, parce que tellement il était foudrage quand je lui ai parlé de ça. Ça lui plaisait pas du tout. Et alors, finalement, un texte est sorti en 2008. Effectivement, on a réformé la Constitution et officiellement, dans l'article 11 de la Constitution, on peut déclencher avec une pétition de signature un référendum contre une loi votée par le Parlement. Parce que c'est ça l'idée, donner un droit de veto au peuple finalement.
Et alors, bien sûr, le texte a été... Amendé. Non, mieux que ça, il a été transmis au Conseil d'État, où tout le monde ne veut pas entendre parler, ce Conseil d'État parler de démocratie directe. Alors là, c'est la révolution, si je puis dire. Et donc, ils ont fait un travail de Conseil d'État, hein, c'est-à-dire qu'ils ont dit, parmi les signatures, il faudra qu'il y aura tant de parlementaires. Alors maintenant, ça fausse tout, parce que les parlementaires, en plus, obéissent au gouvernement. Donc déjà, le système s'effondre. Bon, ensuite, ils ont demandé un nombre de signatures qui est de l'ordre de 3 800 000. En Italie, où ça existe, le système, ça a d'ailleurs fait beaucoup de peine à Berlusconi, je pourrais avoir raconté une autre fois. Et en Italie, ça existe. Donc 500 000 citoyens peuvent empêcher une loi de passer. Peuvent déclencher un référendum qui va empêcher la loi de se passer s'il y a une majorité de non, évidemment. Et là, il en faut 3 800 000. Bon, historiquement, c'est impossible, parce qu'on a plein d'exemples de droits comparés. Il y a d'autres pays où ça existe, la démocratie directe. Et avec 3 800 000 signatures, on les aura jamais. Donc, vous avez déjà un deuxième critère qui fait que ça passera pas. Troisième critère, c'est qu'une fois que la pétition a déclenché le référendum, le président, a failli déclencher le référendum, le président de la République a le choix. Soit il fait le référendum, soit il décide de transmettre le texte au Parlement pour que le Parlement délibère dessus. Si le Parlement délibère, à ce moment-là, il n'y a plus de référendum. Alors évidemment, on peut dire qu'il n'y en aura jamais. Bon. Et enfin, comme ça suffisait pas, ils ont mis encore une dernière clé pour verrouiller le truc. C'est que si le référendum a lieu, il y a un quorum qui est nécessaire, et le quorum, s'il n'est pas atteint, on le met au niveau le plus élevé possible, eh bien le référendum n'a plus de valeur juridique. Si vous mettez tout ça bout à bout, évidemment, il ne se passera jamais rien. Bon, alors en Suisse, tout ça a disparu, n'existe pas, etc. Il y a des référendums tout le temps, je veux dire, mais il n'y a pas qu'en Suisse. Hein. En Allemagne, au niveau des États régionaux, pas au niveau fédéral, en Bavière ou en Saxe, par exemple, il y a très souvent des référendums sur toutes sortes de sujets, parce que justement, ils ont adopté le système suisse, quoi. Aux États-Unis, sur la côte ouest aussi, il y a beaucoup d'États qui ont ça. Mais c'est pas au niveau fédéral, ça existe aussi en Italie. Alors si, en Italie, je raconte quand même l'histoire de Berlusconi, parce qu'elle est quand même pas mal. Berlusconi, comme vous savez peut-être, avait demandé au Parlement de voter une loi qui enlevait toute responsabilité pénale ou autre au Premier ministre pendant ses fonctions. C'est-à-dire quand il était Premier ministre, en aucun cas il ne pouvait être convoqué par la justice pour quoi que ce soit, même pour un fait divers qui n'aurait rien à voir avec ses fonctions. Hein, ça fait rien, c'était une immunité absolue. Et le Parlement a voté, bien sûr, parce que le Parlement vote toujours ce que le gouvernement lui demande, hein, parce qu'il y a un parti politique, le chef du parti c'est Berlusconi, on obéit au chef du parti, donc hop, c'est parti. Et c'est ce qui s'est fait en Italie. Et alors, mais en Italie, depuis 1964, ils ont adopté un système de référendum veto. Et donc, il y a bien eu 500 000 personnes pour signer un texte demandant que cette loi ne passe pas. Alors, Berlusconi était très embêté, parce qu'il dit, mince, ce texte risque de ne pas passer. Mais j'ai encore une carte dans la main, c'est que je peux choisir la date du référendum. Donc on va faire ça le 10 août, par exemple. Le 10 août, il y a beaucoup de gens sur les plages qui n'iront pas voter, etc. Mais je dirais l'indignation populaire a été telle quand il a fait ça que finalement les gens sont allés voter. Parce que s'il n'y avait pas 50% de votants, le référendum n'avait plus de valeur, s'il y a un quorum. Et donc, les gens sont allés voter. À 90%, ils ont voté contre la loi en question. Donc, la loi, finalement, a été rejetée. Donc, les Italiens ont la chance de ne pas avoir un Premier ministre qui échappe totalement au système judiciaire parce qu'il y a ce système de référendum. Donc, on voit bien l'intérêt, quand même. Alors, nous, on voit l'intérêt, mais il y a aussi ceux qui voient l'intérêt dans l'autre sens. Ce qui fait que, à mon avis, on n'est pas prêt, sauf un choc politique majeur, disons, oui, on n'est pas prêt d'avoir ce système de référendum. Une transparence, que vous venez justement de le... Philippe Pasco. Pardon, excusez-moi. Vous venez de le dire, c'est que aujourd'hui, pour un référendum, il faut 50% de votants, et que la plupart des élus, aujourd'hui même le président, sont élus avec moins de 50%. Donc pourquoi ils n'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils nous demandent, nous, de faire en tant que peuple? Il y a une aberration qu'il faut que les gens se rendent compte. Moi, j'aime bien les choses simples. Et ça, c'est un truc simple. Pourquoi toi, t'es élu aujourd'hui avec 15% des voix, et que tu me demandes à moi, dans un référendum, avec le peuple, d'avoir plus de 50% des voix pour être valable. Il y a un moment donné, il va falloir que les gens se rendent compte que les lois qui nous édictent sont des lois complètement aberrantes, et ils appliquent la technique de... Excuse-moi, c'est banal ce que je vais dire. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Oui. Mais il faut que les gens le sachent, parce que le problème, c'est que les gens s'en rendent pas compte. Quand j'ai commencé sur le casier judiciaire vierge, je me suis rendu compte il y a 4 ans que les gens n'avaient pas percuté. Je dis, mais tu te rends compte que pour être élu, tu peux avoir un cas... Ah, qu'est-ce que tu racontes, Philippe? Ah bah oui, c'est vrai. Le problème, c'est que les gens ont tellement d'informations, c'est tellement banalisé, qu'ils ne se rendent pas compte de la vérité des faits. Il faut simplement que nous, on s'obstine, comme le fait Yvan dans ses livres, comme vous le faites à travers vos livres, à remettre les choses et les pendules à l'heure. Une fois qu'on fait ça, ils peuvent déjà beaucoup plus difficilement truander. Mais c'est pourquoi, d'ailleurs, ils organisent aussi une espèce de censure pour essayer de limiter, évidemment, vous le savez bien. Moi, je me souviens, alors, c'est pas au niveau de... Enfin, c'est au niveau de Sciences Po, en l'occurrence. Le directeur un des directeurs de Sciences Po me propose de faire une brochure ou un petit livre sur le référendum d'initiative populaire. Alors, on fait une réunion, et puis on discute du plan du bouquin, et on me dit, on se revoit dans 15 jours, 3 semaines, etc., et vous allez nous rédiger ça en quelques mois, et nous, on l'éditera aux presses de la Fondation des sciences politiques. Alors je me dis, c'est formidable, je suis content qu'on ait réussi à obtenir ça, c'est quand même utile, même si ça touche un public limité, mais c'est quand même intéressant. 3 semaines plus tard, pas de nouvelles, pas de coup de fil, rien. Alors au bout d'un moment, je téléphone à Régnier, c'est Régnier, c'est le président de la Fondation des sciences politiques. Et Dominique Régnier me dit ah oui, on avait parlé de ça, c'est vrai. Non, mais on a des problèmes, on est obligé de faire des choix éditoriaux, n'est-ce pas? J'ai réussi mon conseil d'administration, j'ai réuni mon conseil d'administration. Ça ne rentre pas dans les choix éditoriaux prioritaires, donc retéléphonez-toi dans 1 an peut-être, mais pour l'instant on ne peut pas le faire. Puis il m'a jamais retéléphoné, ça fait 10 ans que c'est arrivé. Il avait reçu entre-temps, lui s'était laissé piéger, et j'avais réussi à le convaincre que c'était un beau sujet. Bon, et puis il y a eu des gens au-dessus de lui qui lui ont dit non, ça va ton truc, faut surtout pas diffuser ce genre d'idées, donc voilà, alors ça c'est pas fait. C'est un exemple, enfin je dirais un petit exemple, mais c'est comme ça tout le temps. Donc ça ne facilite pas évidemment les choses. Ça, c'est... Alors j'espère que vos livres à tous bénéficieront quand même d'une certaine diffusion. Enfin, Radio Courtoisie s'y emploie, puisque vous êtes là ce soir. Nous, on a juste évoqué la question de l'initiative citoyenne au niveau européen, et c'est oui. bonnet blanc bonnet avec ce qui se passe en France. Enfin, c'est totalement aberrant. Oui, ça donne rien. C'est un système. Ça n'aura jamais rien donné. Oui, ça a été conçu pour ça. Enfin, la Commission a un pouvoir discrétionnaire sur le. Oui, donc c'est réglé. Sur le final. Donc, c'était comme le système Sarkozy, où on l'inscrit dans la Constitution, et puis le président de la République a la possibilité de transmettre le texte voulu par le peuple à l'Assemblée. À ce moment-là, il n'y a plus de référendum, puisque c'est le Parlement, et le Parlement, c'est le peuple, c'est bien connu. Donc, avec des jeux de passe-passe de ce genre, évidemment, on arrive à tout éliminer. Philippe Pascot, vous vouliez intervenir? Oui, juste, j'allais dans le sens de vous dire, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi nos élus dans leur ensemble refusent et s'arc-boutent sur le fait de refuser que le vote blanc devienne un vote exprimé. Je veux dire, c'est aussi un problème de démocratie. Aujourd'hui, on ne peut pas voter blanc. Je rappelle quand même que sur l'élection présidentielle du monsieur là, qui s'appelle avec un M, il y a eu presque 10% de blancs. 10%, ça s'est jamais vu. Et ça compte pas. Ça, ce n'est pas un vote démocratique. Alors que les gens se sont déplacés. Alors que les gens sont rentrés dans un bureau de vote. Alors que les gens ont fait un choix politique. C'est vrai. Eh bien, le bulletin blanc n'est toujours pas recensé comme un vote exprimé. Là aussi, il y a un manque de démocratie totale. Ça aurait évité aux médias de dire que c'était un triomphe. Oui, entre autres. Notre président faisait un sans faute. Il n'y a plus aucun vote de triomphe. Aujourd'hui, on ne vote pas par conviction, on vote pour éliminer. Oui, depuis 10 ans, au fur et à mesure des élections, maintenant, c'est plus un vote de conviction. C'est un vote uniquement d'élimination. Et les gens ne vont pas voter pour quelqu'un, ils vont voter par dépit. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou on leur fait croire qu'ils n'ont pas le choix. Ou on leur fait croire qu'il y a un vote utile. On leur fait croire qu'il ne faut pas voter pour d'autres candidats que ceux que l'oligarchie a décidé. C'est le mot, c'est l'oligarchie. Et ça, si c'est pas de la manipulation populaire, qu'on m'explique. Et on est de plus en plus là-dedans. Vous parliez tout à l'heure aussi, encore, je recentre sur l'économique. Moi, je suis foudrage de voir un monsieur comme Bolloré, qui fait des procès en demandant 52 millions de dommages et intérêts à une association et à 2 journalistes de télé qui ont fait un reportage sur ce que M. Bolloré faisait dans certains pays. 52 millions d'euros de dommages et intérêts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'abord, les journalistes vont gagner. Moi, j'en suis persuadé, leur reportage est propre, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Mais pendant 6 ou 7 ans, ils vont être emmerdés.
Ah bah oui. Pendant 6 ou 7 ans, il va être obligé d'avoir un avocat, de faire des mémoires. Alors que M. Le Bolloré, il n'en a rien à foutre. Lui, il n'en a rien à faire, il s'en occupe déjà plus. Il a donné ça à 2-3 avocats qui payent royalement au mois. Mais c'est quoi le message ? Parce que le message, il n'est pas pour les journalistes. Le message, il est pour les autres journalistes. Attention les enfants maintenant, au fait de l'autocensure. Si vous ne faites pas de l'autocensure, vous risquez d'avoir un procès à 52 millions d'euros. Et là, ça devient grave. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est renforcé par l'État. C'est renforcé par le pouvoir politique. Comment peut-on l'empêcher, Philippe ? Parce qu'on a le droit de porter plainte. Oui, à 52 millions d'euros de dommages et intérêts, ça me fait beaucoup. Ah mais moi, je ne suis pas contre la plainte. Je suis contre, par exemple, je vais vous en donner un autre, sur l'open bar des politiques au niveau justice. Aujourd'hui, n'importe quelle politique a la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, ça veut dire qu'il ne paye pas son avocat. Si c'était bien encadré, ça ne me pose aucun problème, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est anormal qu'un élu, quand un panier de basket tombe, il puisse pas se défendre, c'est pas forcément de sa faute. Et bien aujourd'hui, ça c'est les lois. Ce genre de choses, il faut que les gens les sachent, parce que quand les gens les savent, c'est vachement plus dur après de passer pour un gentil. Et je peux vous en citer 50 des exemples comme ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les lois ne sont faites que pour les nantis, que pour l'économique. C'est ça. C'est eux qui les font. Mais oui, c'est eux qui les font. Maintenant, nous, on ne regarde pas assez. Les gens ne regardent pas assez. Ils sont pris dans leurs problèmes, ils sont pris dans les choses. Si on regardait un petit peu... Vous parlez des mairies tout à l'heure. Un maire ne peut pas faire ce qu'il veut si jamais c'est ses conseillers, si jamais c'est sa population, on regarde ce qu'il fait. Mais les gens ne regardent pas. Les gens, aujourd'hui, le problème de la politique en France, c'est qu'on vote pour quelqu'un et puis on ne s'en occupe pas pendant 5 ans. Il n'y a aucun contrôle entre les deux. Aucun. Et je m'excuse, il y a quand même quelques élus, je pèse mes mots, qui sont quand même des beaux escrocs. Comme vous le disiez, les mecs... Et c'est quoi le principe d'un escroc, si on réfléchit bien ? C'est quelqu'un qui est gentil, qui est sympathique. Il vaut mieux. C'est quelqu'un qui vous connaît. Pour faire le métier, oui. Qui vous serre la main, qui connaît votre fille, qui vous trouve de boulot dans la commune. Oui, il rend des services. Qui passe un coup de téléphone pour embaucher votre fils à tel endroit. T'inquiète pas, je connais le patron, je vais l'appeler. Passez me voir à la permanence, je vais vous aider. Ça s'appelle pas du clientélisme. Et c'est pour ça que ces gens-là sont élus. Donc nous sommes aussi coupables. Je le dis souvent dans mes conférences. Il y a des élus qui ont été condamnés pour des agressions sexuelles. Je parle même pas de détournement d'argent. Je parle du summum de l'immonde. C'est-à-dire un mec qui a profité de son pouvoir, ou une femme, parce qu'il n'y a pas que des mecs, qui a profité de son pouvoir pour avilir un autre être humain et lui demander des faveurs sexuelles. Vous me suivez ? Ouais. Ces mecs-là sont condamnés. Sont condamnés. Première instance, appel, cassation, Cour européenne des droits de l'homme, tout ce que vous voulez, ils sont condamnés. Ils se représentent aux élections, ils sont élus. Qui est con ? Parce que je dis toujours, il n'y a pas que des hommes qui votent pour eux. Il y a aussi des femmes. Oui. Et ça, à un moment donné, il faut aussi qu'on prenne conscience que le citoyen, comme vous le disiez, reprenne possession de son pouvoir. Les élus sont nos employés. C'est nous les employeurs. C'est toute la démocratie directe, Yvan Blot, justement. Oui, ça va. Cette initiative qui serait populaire, c'est-à-dire que le citoyen n'attend pas qu'on lui demande, qu'on lui pose une question, c'est lui qui entre comme par effraction dans un débat. Si on demande aujourd'hui, si on fait des sondages, est-ce que vous êtes favorable à un système de référendum d'initiative populaire comme ça existe en Suisse, soit pour bloquer des lois votées par le Parlement, soit pour initier des textes qui ne sortent jamais parce que ça n'intéresse pas la classe politique, vous avez à peu près 70% de Français qui disent oui, on est très favorable à ça. Bon, mais cette réforme-là, elle n'intervient jamais, quoi. Ou alors quand elle intervient, comme c'est le cas avec Sarkozy, elle est complètement déviée par le Conseil d'État, par un certain nombre d'organismes juridiques ou juridictionnels d'ailleurs, qui vont dire que non, c'est pas possible, que c'est contraire aux principes républicains, ou je sais pas, mais on va jusqu'à un degré de tartufferie. Ou que c'est anticonstitutionnel, c'est le mot en ce moment. Voilà, c'est ça. Anticonstitutionnel. Monsieur Ferrand, brave Monsieur Ferrand. Je ne peux pas déposer une loi sur le casier judiciaire vierge parce que c'est anticonstitutionnel. Ouais, mais ça. De qui se moque-t-on ? En gros, il était devant un terrain de foot, il était en train de tirer un penalty, donc il avait le gardien de but en face de lui, et il dit je le tire pas parce que je sais pas si le ballon va rentrer. Mais tire-le ballon, mon ami, on verra bien. Ouais. Des questions des auditeurs, Yvan. Eh bien, allons-y. Alors déjà, une remarque d'un auditeur qui nous démontre que finalement tout ce qui se dit là autour de cette table n'est pas nouveau, puisque Coca-Cola, dit un auditeur, était sponsor des Jeux Olympiques déjà dans les années 30. Ouais, c'est vrai. Une demande de précision d'un auditeur. Est-il vrai qu'un certain sénateur, alors on ne le cite surtout pas, de 90 ans se faisait passer pâle depuis 2 ans grâce à un certificat médical ?
Oui, c'est le sénateur de La Réunion. Que je connais bien aussi. Et alors, Mais évidemment... on n'a pas dit son nom. Hein. Non, on n'a pas dit ça. 974. Ne faut-il pas contrôler les arrêts de travail, imposer un arrêt de travail aux sénateurs? Et Yvan a une très bonne anecdote là-dessus, hein, Yvan. Ah oui, Jean Parce que là, Stefanovic. si vous voulez, ça pose tout le problème de... Madame Valérie Bugeaud, tout à l'heure, parlait de la perversion de la séparation des pouvoirs. Et là, si vous voulez, on a voté des tas de lois pour le rétablissement de la confiance des Français dans l'action politique et dans la moralisation de la vie publique. Mais à chaque fois, les élus disent non, ça c'est une atteinte à notre pouvoir, etc. Je donne un exemple, par exemple. On supprime, en gros, je vous la fais courte, avant ils avaient 6 000 € environ par frais par mois. Non, ils n'avaient pas besoin de justificatif. L'IRFM. Il n'y a que 2 pays au monde qui sont comme ça, c'est la Belgique et nous. La Belgique, c'est un peu moins important, c'est 2 000 € par mois. Il est plus petit. Mais tous les autres pays, ils doivent présenter un justificatif. Nous, c'est le côté un peu féodal, on dira, c'est comme ça. Eh bien, M. Macron, conformément à ses promesses électorales, a dit on va vérifier ça, il faudra du justificatif. Sauf que, moi je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, ça se fera peut-être, mais certainement pas au Sénat, et en partie parce que le bureau de chaque assemblée est maître de ce qui se passe chez lui. Donc c'est lui qui va décider, pour un restaurant en dehors de Paris, il faudra un justificatif, et dans Paris, il faudra pas... Enfin, je caricature, mais il décidera ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et on nous raconte qu'il faudra engager à l'Assemblée nationale et au Sénat 200 personnes pour vérifier. Mais chaque fois que, si vous voulez, on veut... ils échappaient à l'impôt, c'est ce que je raconte en grande partie, les sénateurs et les parlementaires. Alors là, il y a une commission des lois, par exemple au Sénat, qui est présidée par un monsieur qui est très honorablement connu, monsieur Philippe Bas, et qui dit, parce que d'un seul coup, ils avaient une première, ils avaient 2 indemnités de fonction, une première de 1 420 €, qui échappait à l'impôt. Et sans leur demander, Macron, le budget, Bercy, leur a sucré, dans la loi de finances, leur a sucré les indemnités. Mais alors, M. Philippe Bas a dit on a un problème parce qu'on a l'air de con. Il le dit comme ça devant le Sénat, parce qu'on a des indemnités complémentaires données aux super sénateurs, si vous voulez, aux dignitaires, qui vont du secrétaire du bureau jusqu'au président du Sénat. Ça va de 700 € à 7 000 € bruts par mois. Et bien, il faut absolument, le gouvernement a raison, il faut qu'on supprime, il faut qu'on soit fiscalisé. C'est tout ce que j'ai soutenu dans mon bouquin, et c'est pour ça qu'il me fait un procès. C'est ça qui est extraordinaire. Il fait un procès, hein. Oui, parce que j'ai dit que c'était de l'argent black légal. Et c'était de l'argent black légal. Mais évidemment, la formulation est maladroite. Stricto sensu, j'ai tort. Hein. Mais on marche sur la tête. Et c'est ce que disait Madame tout à l'heure. Moi, je suis adepte des principes de Montesquieu aussi, de la séparation des pouvoirs. Là, mais ils font leur cuisine comme ils veulent. C'est l'entre-soi. Pour bloquer des choses. Oui, ça, voilà. Alors c'est très mauvais parce que la population sent tout ça et elle est elle ne croit plus en tout ça. Toutes les réformes qu'ils ont faites et tout, il y a 2 questions. On leur a proposé d'interdire la profession d'avocat et la profession de parlementaire. Il y a des élus qui ont dit ça. Non, c'est vrai. Dans notre pays, il y a la liberté d'entreprendre et ensuite c'est anticonstitutionnel. Hein. C'est comme d'être fonctionnaire et sénateur ou député. Alors là, je veux dire, comment un parlementaire qui est fonctionnaire peut juger les autres fonctionnaires, c'est-à-dire prendre des décisions alors qu'il est lui-même fonctionnaire. Il est en disponibilité. Mais là, en disponibilité. Mais c'est aberrant, je trouve. Ça a été mon cas pendant 10 ans. Pardon ? Ça a été mon cas. Quand j'étais député, j'étais en disponibilité de l'inspection générale du ministère de l'Intérieur. Alors on a évidemment 4 grands leaders politiques, Kosciusko-Morizet, etc., qui font évidemment du buzz avec ça, exprès, qui disent « moi j'ai démissionné », etc. Aussi notre ministre des Finances qui a démissionné. Mais les grands trucs, personne ne démissionne. La soupe est bonne. Hein. Si Mme Kosciusko a démissionné, c'est qu'elle a des billes derrière, sinon elle ne l'aurait pas fait. Hein. Monsieur Robert Savy, qui est l'ancien, qui a 89 ans, l'ancien président PS du Conseil régional, il m'a raconté une histoire qui est invraisemblable. Il était au Conseil d'État, et en même temps, il devient président de région. Avant, il était député.
Mais il a dit à ce collègue au Sénat, je vais dans ma pré-retraite, parce que c'est pas possible. Moi, je peux pas présider le conseil régional et être en même temps au Sénat. Être en même temps à la région. Et il pouvait le faire, le texte le permettait de le faire. Il a démissionné, mais c'était un scandale. Voilà, parce que ses petits camarades ne font pas ça. Alors, si tu fais ça, ça va se voir. Donc ils veulent pas. Et oui, mais il va falloir qu'ils réforment, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'il y a ce que j'appelle l'information horizontale. Aujourd'hui, quand on lance quelque chose par les réseaux sociaux qui ne sont pas encore tout à fait verrouillés, on peut informer les gens. Le travail qu'on fait à quelques-uns permet d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles aux gens, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Aujourd'hui, quand on balance une information, moi j'ai 400 000 personnes dans le quart d'heure qui suivent qui ont l'information. Alors il y a à boire et il y a à manger, qu'on ne soit pas d'accord. Mais quand vous avez une crédibilité et que vous faites attention à ce que vous dites et que ce que vous dites est toujours vérifié, factuel, je peux vous assurer que ça passe. Quand on a balancé avec Yvan et quelques-uns les histoires des retraites des élus, quand les gens l'ont su, aujourd'hui ça aboutit à ce qu'ils ont un petit peu changé la loi. Mais dites-vous bien que tout progrès vers la moralisation ne vient jamais des députés eux-mêmes, ne vient uniquement de la pression populaire et de la pression des auditeurs de radio, etc. Mais jamais d'eux. Non, ça c'est certain. De toute façon, ils ne sont pas à l'initiative des textes en général, c'est le gouvernement lui-même. La presse a une responsabilité très importante là-dedans. Parce qu'on parle de l'affaire Fillon, parce qu'il était, au départ de lui, ce qui lui a tué Fillon, c'est qu'après il y a une exploitation politique par des canaux politiques qu'on connaît, mais au départ il est odieux avec ses collaborateurs. C'est pour ça que ça remonte. Quand il voit tout l'argent qui vient vers sa femme, il voit qu'il ne la voit jamais. Mais le problème, c'est qu'on sort l'affaire Fillon. Mais nous, pendant des années, on a tapé à la porte du journal officiel de la République française, c'est-à-dire le Canard enchaîné. Mais ils n'en voulaient pas, toutes ces histoires. Mais il y en a des centaines d'autres qui ont fait comme Fillon. Mais là, ça les intéressait parce qu'il y avait un impact politique. Eh oui. Mais c'est pas du journalisme. C'est du sensationnel. On est bien d'accord. Beaucoup de coupables. Oui. Le Bobino. Le Bobino, oui. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 3 décembre, nous célébrerons le 30e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 3 décembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2017 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 3 décembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Yvan Blot, des questions, je crois encore, des auditeurs avant la conclusion. Il y en a une là particulièrement intéressante, semble-t-il, sur la taxe carbone. On demande pourquoi il n'y a pas de commission parlementaire à propos de cela. Alors peut-être... Oui, Monsieur Pasco. Il faudrait une émission complète pour en parler là-dessus. Il faut savoir que ça représente des millions d'euros de truandage sur la taxe carbone et que, je pèse mes mots, certains présidents d'État ont mis le petit doigt dedans. Donc c'est une affaire qui, à mon avis, va pas sortir et qui risque, comme dans certaines affaires, de générer pas mal de suicides ou d'accidents fortuits. Parce que ça brasse et à la fois des États et à la fois des partis politiques, mais énormément d'argent. Et ces gens-là ont su arroser. Donc notre auditeur a bien raison de poser cette question, mais peut-être qu'un jour on fera une émission là-dessus d'ailleurs. Si je suis encore vivant, oui. Oui, on veut pas votre mort, quand même.
Bon, il nous reste plus beaucoup de minutes parce qu'à 20h30, nous avons une interview par téléphone du général... Pas par téléphone, il est justement là. Il est là. Le général Et, Antoine Martinez. voilà. Je pensais que c'était par téléphone. Non, et d'ici un quart d'heure, voilà, on va vous poser des questions à l'un et à l'autre, puisque vous êtes coprésident des Volontaires pour la France, sur cette organisation que vous avez fondée ensemble. Tout à fait, tout à fait. Bon, donc, il ne reste plus que quelques minutes. Si vous le permettez, je vais essayer de tirer sur, si on peut dire, des conclusions de tout ça. Je crois qu'on a fait quand même une émission qui a clarifié beaucoup de choses, qui a permis, enfin, je l'espère, en tout cas pour un certain nombre d'auditeurs, et on a montré notamment, entre autres, que la démocratie dans laquelle nous sommes censés vivre est tout sauf une démocratie. Hein. Bon, ça, je crois que c'est quelque chose qui est quand même tout à fait certain. C'est une oligarchie, si on veut, par exemple. Mais c'est aucunement une démocratie. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on essaye de faire un effort dans la direction de la démocratie, on se heurte à des obstacles qui sont des obstacles tout à fait considérables. Alors, on n'est pas en mesure, en tout cas en France, de donner des leçons à qui que ce soit en la matière. Et je continue, moi, en ce qui me concerne. Alors, il y a ce que disait notamment M. Pasco sur l'importance de l'information et du dévoilement, effectivement, tout ce qui se passe sur le tapis. Ça, je crois qu'il a tout à fait raison. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Il y a un effort là qu'il faut amplifier, je dirais, et tous les moyens d'information libres, disons, doivent y participer. Et puis aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont quand même plus de liberté que les médias classiques. Pour l'instant, voilà. Et puis alors, ça c'est donc un premier axe, disons, d'action. Un deuxième, à mon avis, c'est de continuer, même si à très court terme ça ne donne pas de résultat, à militer pour la mise en place d'une démocratie directe. Parce que là, bon, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder non plus en quelques minutes. Hein. Il faudrait une émission spéciale là-dessus, et on la fera sûrement. C'est un moyen, effectivement, de contourner l'entre-soi, de contourner les oligarchies. Et on a plein d'exemples dans plein de pays, en plus. C'est ça qui est très intéressant. Je dis, il y a toute la côte ouest des États-Unis, il y a l'Uruguay, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne au niveau local. Il y a donc pas, enfin, il n'y a pas que la Suisse, c'est ça que je veux dire. Enfin, encore qu'en Suisse, c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. Il est intéressant d'ailleurs de voir qu'en Suisse, d'ailleurs, la démocratie directe est de plus en plus contestée par les milieux dirigeants, hein, les milieux gouvernementaux, les dirigeants politiques, les directions médiatiques, les organisations patronales déplorent ce système qui leur vient de l'histoire, sur lequel ils peuvent plus revenir, mais qui donne des résultats tellement contraires à ce qu'ils souhaiteraient dans la plupart des cas. Oui, Madame Bugeaud. Je voulais juste signaler à ce propos qu'en 2018 va avoir lieu une votation populaire justement sur l'initiative populaire en Suisse concernant, elle s'appelle l'initiative Monnaie Pleine et qui consiste à retirer aux banques privées la création monétaire. Donc c'est énorme. Oui, surtout en Suisse en plus. Voilà, cette votation est vraiment très très spectaculaire et je trouve très dommage que personne ne la relaie en France. C'est très vrai, merci. Au cas où ça donnerait des idées. Bien sûr. Effectivement, le cas suisse est toujours très intéressant parce qu'en plus c'est l'exemple où la démocratie directe est la plus libre et la moins réglementée. Donc on assiste souvent à des votes sur des sujets qui paraîtraient complètement absurdes ailleurs. Je me souviens de l'initiative populaire pour la suppression de l'armée suisse, par exemple. Ça peut paraître bizarre dans un pays qui est totalement militarisé, parce qu'il n'y a pas plus militaire que les Suisses, en fait. Hein, ils font leur service militaire jusqu'à l'âge de 50 ans. Il y a eu une initiative populaire qui a échoué, d'ailleurs, qui venait du Parti socialiste et l'extrême gauche suisse, pour supprimer l'armée, disant que ça coûtait très cher. Ça, c'est un argument très important en Suisse. Donc, ça n'avait plus vraiment d'utilité, etc. Et alors, il y a eu un débat, ça a duré 1 an à peu près, parce qu'ils font des débats très longs. Et puis, au bout d'1 an, le peuple a voté. Alors, le peuple a voté à 70% pour le maintien de l'armée. Et alors j'ai demandé à l'époque à un colonel suisse, mais pourquoi le peuple a voté pour le maintien de l'armée? Parce que les arguments de vos adversaires étaient pas complets, bien sûr, mais enfin il y avait des choses, le coût notamment de l'armée suisse. Bon, ça c'est quelque chose auquel les Suisses sont très sensibles. Réponse:
il faut voir comment ça se passe, il me dit. Vous comprenez, chaque année, un Suisse, il va passer 2 semaines, 3 semaines dans la montagne, à faire du ski, à faire de l'escalade, avec un fusil d'assaut, il va apprendre à tirer, il est avec ses copains, tous les soirs, tout le monde boit un bon coup ensemble, etc. Donc c'est très sympathique finalement. Et donc on adore les périodes militaires. En plus, on fait ça sans nos femmes et nos enfants. C'est ce que j'allais dire. Donc, sans leurs femmes. Donc, voilà, alors ça c'est vraiment, tout le monde est pour. Alors je dis, bon d'accord, j'ai compris maintenant le vote des hommes. Vous avez oublié, c'est que les femmes sont contentes d'être débarrassées de leur mari pendant 2 semaines. Ben, vous êtes en train de me doubler. J'allais dire ça parce que j'ai demandé au colonel, mais alors pourquoi les femmes ont voté aussi? Oui. Les femmes votent quand même en Suisse aussi. Hein. Et donc pourquoi elles ont voté aussi pour le maintien de l'armée suisse? Il me dit exactement pour les mêmes raisons. Bon, ça ne veut pas dire que c'est transposable dans tous les pays, hein, bien entendu, mais on a parfois effectivement des résultats tout à fait étonnants. Je me souviens qu'il y en a même d'ailleurs certains de ces résultats que j'ai préféré ne pas trop diffuser en France parce que par exemple c'est arrivé dans 2 pays, notamment en Bavière. Il y a eu des référendums d'initiative populaire pour supprimer le Sénat, disant que le Sénat ne servait à rien, n'est-ce pas, que c'était des parlementaires fantômes, pour reprendre votre expression, monsieur Stefanovic. Et le peuple à 80% a dit bah oui, on supprime le Sénat. Alors si Larcher apprend ça, je me suis dit ça va pas arranger encore les choses. Hein. Mais non, mais ça, le bon sens populaire, c'est sûr que vous avez des millions d'informations qui transitent par les citoyens et qui font remonter des positions qui sont généralement des positions assez solides. Alors ceux qui veulent faire peur, parce qu'il y en a toujours évidemment, vont vous dire mais c'est la démagogie, c'est épouvantable. Vous allez même mettre en place un régime autoritaire grâce à la démocratie directe. Alors là, sur le régime autoritaire, on a des exemples historiques intéressants. C'est que je sache, Maréchal Pétain est arrivé au pouvoir grâce à un vote du Parlement, tout ce qui est plus démocratie représentative. Hitler est arrivé au pouvoir avec des élections classiques et c'est ensuite le président de la République qui lui a donné effectivement le poste de Premier ministre parce qu'il avait la majorité au Parlement. Donc c'est tout ce qui est plus une procédure parlementaire, représentative, etc. Il n'y avait aucune démocratie directe là-dedans. Mussolini, c'est pareil, c'était un système, il a gagné les élections tout simplement. Et ensuite il s'est retrouvé donc chef de la majorité, chef du gouvernement, et ensuite, 1 an après, il faisait voter par le Parlement les pleins pouvoirs, et le Parlement lui a voté les pleins pouvoirs. Donc tout ça, ça ne plaide pas beaucoup pour la démocratie représentative comme garante des libertés. Et par contre, on a l'exemple suisse que personne ne connaît, qui est assez intéressant, c'est que figurez-vous qu'en Suisse, la Suisse étant un pays comme tous les pays, ils n'ont pas une qualité, ils sont pas différents du reste de l'humanité. En 1930, il y avait un parti nazi en Suisse, très puissant. 30% des voix, c'est pas mal quand même, hein. 30% des voix, et alors le but qu'ils avaient, c'était, grâce à l'initiative populaire, transformer la constitution suisse pour lui reprendre le modèle du Troisième Reich. Et donc il y a eu ce texte qui a été voté effectivement par le peuple et qui a été rejeté à 70%. C'est-à-dire qu'ils ont eu leur voix effectivement, mais pas plus que leur voix. Et un référendum faut 50%. Hein. Ils n'ont jamais réussi à monter jusqu'à 50%, parce que là c'est très difficile. Même Hitler n'a jamais obtenu 50% quand il n'était pas au pouvoir, bien sûr. Et ce parti donc qui voulait transformer la constitution suisse a représenté son initiative 2 ans plus tard, et même résultat, 30%, 70% contre. Ce qui fait que grâce, on peut dire, au référendum, la Suisse n'est jamais devenue un petit Troisième Reich, alors que dans les pays parlementaires qui étaient tout autour, tout avait basculé. Donc, je veux dire, l'argument quand même, il tient pas debout, là, je veux dire, hein, c'est quelque part. Parce que ça veut dire une chose simplement, c'est que 50%, c'est en fait un chiffre très très difficile à obtenir. Donc, si vous êtes sur un projet qui sort vraiment beaucoup de l'ordinaire et qui fait peur à beaucoup de gens, vous n'arrivez jamais à 50%, même si les circonstances sont favorables parce qu'il y a du chômage ou des choses de ce genre. Hein. Voilà, donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui, plus d'informations, plus de démocratie directe à revendiquer, bien sûr, hein, dans un premier temps, et puis on verra ce que ça donnera. Oui, monsieur Pascou. Oui, moi je peux que conforter ce que vous dites, mais je voudrais qu'on l'applique à nos parlementaires et à nos élus. Si un élu en France a moins de 50% des voix, il n'est pas élu. Puis je blague, hein, c'est un joke. Hein. Il resterait plus beaucoup d'élus. Voilà, c'est ça mon problème derrière. C'est qu'il ne resterait pas beaucoup aujourd'hui. Jean-Jacques Rousseau disait déjà que le principe de la représentation du mandat représentatif, c'était antidémocratique. C'était tout sauf la démocratie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la Révolution qui a supprimé le mandat impératif. Vous connaissez quelle était la nationalité de Jean-Jacques Rousseau ? Il était suisse.
Comme non, mais ça joue, ça je suis sûr que ça a dû jouer. Ça doit jouer. Parce que quand vous vivez dans un certain milieu culturel, vous tirez les idées qui viennent de là. Si, Rousseau était suisse, bien sûr. Mais le principe de la représentation, ça vient d'Angleterre. Voilà. Oui, ça vient pas de Suisse, ça. C'est C'est tout. ouais. C'est pas du tout français. Hein. Non, c'est vrai, c'est un Et système. c'est pas du tout démocratique. Système britannique. Je suis moi qui suis un défenseur de la démocratie directe, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je sais que l'ami Sanviti non plus d'ailleurs. Hein. Voilà, alors il est 20h25. Je pense qu'on pourrait peut-être aller chercher le général Martinez. Oui, voilà, qui va nous parler d'une association. Alors, c'est un sujet complètement différent de notre débat de ce soir. Mais comme il était de passage à Paris, il habite dans le Midi, il m'avait demandé la possibilité d'avoir le micro pour ce qui reste, pour une petite demi-heure, sur l'initiative qui est la sienne et qui est aussi la mienne d'ailleurs, vous allez voir. J'espère que ça vous intéressera. Général Antoine Martinez est un général d'aviation en 2e section, comme on dit. Donc il peut prendre quelques libertés de parole que les autres ne peuvent pas avoir. Qui se dépêche, parce qu'en ce moment, c'est pas tendance. Il était Non, dans la force nucléaire, il était dans quoi Il était dans l'aviation. Je ne sais pas. De Ça veut dire quoi, précise. deuxième section? Deuxième section, c'est la retraite. Enfin, chez les civils, on appelle ça la retraite. Ouais. Mon général, bonsoir. Allô. Comment ça va? Très bien. Bon, je me suis permis de vous présenter en Bonsoir. votre absence devant tout le monde. Vous savez un peu qui vous avez affaire autour de vous? Non, J'ai écouté un petit peu. Ah, vous avez écouté l'émission? Bon, bah alors, vous savez. Là. J'étais à côté, oui. Et Nicolas Stocker, il devait... Il arrive. Il arrive, Oui. bon. Donc pendant les minutes qui nous restent, nous allons parler, si vous voulez bien, de Volontaires pour la France. Voilà. Bien. Alors, C'est Monsieur Loyal, comme on dit. ben voilà, c'est-à-dire que vous allez être invité, mon cher Yvan, dans votre propre émission. Alors, pas longtemps, le temps de... C'est une expérience intéressante, oui. Voilà, une expérience qui va permettre aux auditeurs de Radio Courtoisie de connaître un petit peu mieux cette association. C'est une association que vous avez fondée avec d'autres, mais dont vous êtes aujourd'hui général Antoine Martinez et vous, Yvan Blot, les deux coprésidents. On en parle, les auditeurs de Radio Courtoisie ont déjà entendu parler des Volontaires pour la France. Néanmoins, et je crois que c'est la première fois, que nous vous avons tous les deux en même temps sur un plateau de Radio Courtoisie. Et que vous allez pouvoir ainsi, comme ça, nous expliquer pourquoi vous avez fait les Volontaires pour la France. Déjà en quelques mots d'introduction, et puis j'ai une série de questions que je pourrais vous poser si vous voulez bien y répondre l'un après l'autre de façon assez rapide pour qu'on puisse balayer l'ensemble du sujet. Bien, Yvan, Général Martinez. Je t'en prie, mon général. Bien. Eh bien, tout simplement, d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le président fondateur de Volontaires pour la France, c'est Gérard Hardy. Et Gérard Hardy a fondé cette organisation, cette association, ça fait maintenant une bonne année et demie. Et au bout de quelques temps, il a souhaité, peut-être parce qu'il a entendu parler de certaines personnes, comme Yvan Blot, comme moi-même, à partir de nos écrits, de nos interventions, il a souhaité donner une certaine visibilité, j'imagine, et il nous a sollicité pour prendre la coprésidence de cette organisation. Pour ce qui me concerne, j'ai tout de suite accepté avec grand plaisir puisque, comme vous le savez, je suis engagé dans le monde associatif maintenant depuis de nombreuses années parce que arrivé à la retraite, en général en deuxième section, c'est l'équivalent de la retraite pour un civil, je me voyais mal m'occuper de mon jardin. Donc je m'en suis occupé, mais au sens du patriarche de Ferney, notre ami Voltaire, qui disait « il faut cultiver son jardin ». Mais moi je l'ai fait au sens second. Et donc voilà, c'est l'origine. Voilà, ça c'est pour le... Si j'ai bien compris, il y a un militaire et puis il y a un civil. Absolument. C'est ça. Donc Yvan Blot, vous êtes le civil, c'est ça ? Je suis le civil, oui, mais ça dépend dans quelle acception on prend le terme. Au sens juridique, je suis un civil, mais je suis un serviteur de l'État parce que j'étais haut fonctionnaire et j'étais donc inspecteur général de l'administration au ministère de l'Intérieur.
où pendant les 10 dernières années, je me suis occupé essentiellement d'antiterrorisme. Donc c'est du civil, c'est vrai, mais enfin c'est du civil un peu particulier quand même au service de l'État. Et lorsque Gérard Hardy, parce qu'effectivement Antoine Martinez a eu raison de le citer comme fondateur, c'est la réalité. Quand il m'a parlé de ça, en disant voilà, on aimerait qu'il y ait un militaire et un civil comme coprésident de l'association, est-ce que vous êtes d'accord pour jouer ce rôle et notamment vous occuper à l'occasion des questions internationales puisque vous allez souvent à l'étranger, notamment à Moscou, mais enfin pas uniquement bien sûr. Et donc j'ai dit bah oui bien sûr, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait positif. Donc ce n'est pas un parti politique, ça c'est tout à fait clair, c'est une association patriotique. Alors voilà, qu'est-ce que c'est Yvan Blot, puisque c'est pas, vous le dites tout de suite, ce n'est pas un parti politique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une association loi 1901, certes, mais qu'est-ce que c'est de plus ou de moins qu'un parti politique ? Alors de moins, c'est qu'elle ne présente pas de candidat aux élections. Elle n'est pas structurée comme un parti pour ce faire. De plus, c'est que comme on n'est pas un parti politique, la liberté de parole est plus grande que dans un parti politique. Et moi qui étais dans les partis politiques, je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Le but, c'est de rassembler des citoyens, effectivement, qui veulent connaître un peu mieux leur patrie, recevoir un enseignement sur l'histoire de France, des choses de ce genre, pratiquer aussi des exercices, si je puis dire, pour les plus jeunes, notamment des exercices sportifs, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et donc, c'est peut-être utile d'avoir des réseaux dans toute la France, effectivement, qui peuvent s'engager pour rendre des services. Alors, il y a eu déjà des cas, notamment un cas dans le Midi qui m'avait touché, moi notamment, où on a aidé une famille qui avait de très grosses difficultés avec son environnement. Oui, justement, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Alors là, je pense qu'on doit remercier. On va y revenir. On y reviendra peut-être après. Donc, une action presque sociale, disons. Alors voilà, il y a cela aussi. Est-ce que vous voulez préciser, Général Martinez, sur les aspects de les objectifs finalement de notre organisation? Elle est double. Il est double l'objectif finalement. Il y a d'une part je dirais un volet influence. Parce que nous ne pouvons pas rester, Yvan a son expérience de haut fonctionnaire, moi j'ai mon expérience d'ancien militaire, et on ne peut pas rester inactif, les bras croisés, quand on voit depuis quelques années ce qui se passe, non seulement sur notre propre territoire, mais sur l'Europe entière également. Donc, on a essayé de faire modifier un petit peu les choses, si on veut, mais cette influence, donc on suit bien évidemment tout ce que les responsables politiques décident à leur niveau, pour pouvoir, nous, essayer de peser sur les décisions qui seront prises, les futurs, parce que pour l'instant on n'a pas réussi, mais parce que il faut un peu de temps pour la quantité, comme dirait Zemmour, à un certain niveau, lorsque la quantité devient importante, elle devient une qualité. Donc ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les Français et les patriotes se réveillent et nous rejoignent. Parce que je disais influence, il faut peser sur le politique, sur les décisions des politiques, et pour le faire, il faut d'abord le nombre, et dans un deuxième temps, le deuxième volet, c'est un volet de résistance. Alors cette résistance, le terme est général, mais ça recouvre beaucoup de choses. Tout en restant toujours dans la légalité, mon général. Tout en restant, nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes, et il n'est pas question de sortir de la légalité. Et comme disait Yvan, un des exemples, c'est la défense d'une famille dans la commune de Elne, dans les Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres de Perpignan, qui, à l'issue des élections présidentielles, ont subi les pires choses de la part de la communauté musulmane dans la résidence dans laquelle ils habitaient. Et ils ont failli même être lynchés parce que le père de famille avait voté pour le Front National. Donc là, la situation a été très critique, et les volontaires pour la France du département se sont retroussés les manches pour aider cette famille à déménager
donc étaient sur place pour assurer le déménagement en toute sécurité et pour leur trouver un logement. Et puis on a lancé également une demande de dons et on a pu remettre un chèque à cette famille qui s'est installée ailleurs en sécurité. Alors vous avez des thèmes particuliers, mais en général, sur lesquels vous aimez intervenir précisément, parce qu'on a entendu parler de vous, par exemple, sur les femmes de militaires en colère. Je suis tout seul. Yvan était présent à Paris lors de cette manifestation, d'ailleurs. Oui. Les prières de rue. Oui, également. J'ai l'impression, en allant visiter votre site, vous avez un site internet, que c'est un de vos chevaux de bataille. Qui ne réagirait pas à cette anomalie. Ça fait quand même 8 mois que cela dure, sans que nos responsables politiques, nos dirigeants, nos gouvernants ne fassent respecter la loi. Dont ils se targuent en permanence de la République, de la loi républicaine, etc. Oui, mais alors faisons appliquer la loi de la République sur tout le territoire. Et ces prières de rue sont insupportables et inacceptables, parce que ce n'est pas le manque de lieux de culte. D'ailleurs, si vous suivez les débats, M. Finkielkraut récemment a démontré que ça ne pouvait pas être un problème de nombre de sites, puisqu'en Seine-Saint-Denis, il y a 147 lieux de culte musulmans et 117 lieux chrétiens. Donc, la démonstration est faite. C'est mieux que la parité. Exactement, c'est même plus que ça, oui. Alors, on ne peut que se révolter face à cette démission de nos responsables politiques, et donc, on a eu une agréable surprise, si on peut dire, avec la manifestation des élus vendredi dernier, pour s'opposer à ces prières de rue. Mais il faut quand même revenir sur le sujet. Non seulement c'est illégal, mais l'ordre public est troublé en permanence. Mais ces prières de rue, l'imam qui prêche, c'est bien sûr en arabe, mais il y a eu des appels au meurtre pour les non-musulmans. Je ne viens pas sur le problème des tracts qui, soi-disant, ont été apportés par des gens qui n'étaient pas des musulmans, mais justement pour créer la polémique. Moi, je parle du prêche de l'imam. Il suffit de traduire l'arabe pour bien comprendre. Il fait référence à la sourate 9, je crois. Il faut vérifier. Mais vous êtes devenu un expert, mon général. Non, un expert, non. Mais simplement, voilà, la situation est telle, on ne peut pas, et je dirais même, si nous avions le nombre aujourd'hui, et là, j'invite tous les Français, et en particulier tous ceux qui sont attachés à cet héritage historique, spirituel et culturel qui est celui de la France et de l'Europe, eh bien, de se réveiller, parce que, après tout, on devrait avoir la réponse. Nous sommes jeudi, demain, après-demain. Je crois que vendredi dernier, effectivement, il n'y a pas eu de prière de rue parce qu'il y a eu des discussions. Le ministre a essayé de trouver une solution, mais les associations musulmanes ont appelé à la prière de rue après-demain. Et eh bien, moi, je dis que les Français doivent se réveiller, et c'est aux Français à occuper la rue, à la place de cette prière de rue, précisément pour l'empêcher. Merci mon général. Yvan Blot, vous avez écrit un ouvrage sur le terrorisme islamique avec le commissaire Marion. J'entends souvent dire le général Martinez dire, mais en parlant des hommes politiques, il ne nomme pas l'ennemi, il ne le nomme pas. En tout cas, c'était à l'époque de François Hollande. Est-ce que vous qui êtes spécialiste de ces problématiques de terrorisme, après cet ouvrage que vous avez fait, est-ce que vous considérez que les hommes politiques aujourd'hui, justement, en tout cas celui qui est à l'Élysée depuis quelques mois, a corrigé le tir par rapport à son prédécesseur? Est-ce que l'ennemi est bien identifié maintenant? Je vais redire sans doute ce que je disais tout à l'heure dans un autre cadre, dans le cadre de notre émission, à
propos du trafic de drogue. Et je citais des cas de hauts fonctionnaires qui sur ordre du gouvernement, bien sûr, c'est pas ça tout seul, souhaitaient qu'on ne réprime pas trop le trafic de drogue pour éviter des émeutes, dans la mesure où ce trafic de drogue était le socle économique de certains quartiers. Bon, ce qui effectivement est assez, du point de vue de l'application de la loi, alors là effectivement ça entre un peu dans le domaine, parce que Gérald Martinez a raison de dire que l'un des buts de l'association, c'est d'obtenir l'application de la loi sur des sujets qui touchent l'ordre public et sur des sujets où le gouvernement notamment et les pouvoirs publics sont défaillants. De ce point de vue-là, d'ailleurs, l'association ressemble un petit peu, j'en ai parlé tout à l'heure, à l'association qui a été créée en Russie, l'ONF, qui a pour but justement de s'assurer que les administrations font bien leur métier et les élus aussi. Bon, et il nous manque peut-être par rapport à l'ONF une dimension qu'on n'a pas développée un jour, mais on peut la développer peut-être un jour si c'est nécessaire, qui est la lutte contre la corruption, parce que pourquoi pas. Ça serait, enfin, c'est une activité patriotique, hein, puisqu'on est patriotique. Bon, au-delà de tout clivage politique. Alors en ce qui concerne le terrorisme, il se trouve que je peux vous en dire un mot tout récent. Enfin, après une expérience toute récente, parce que je suis allé à un séminaire de l'Académie des sciences en Russie, qui avait lieu à Yalta d'ailleurs. Et à ce séminaire, un rapport a été fait sur quelque chose, sur l'Occident, sur les pays occidentaux, et notamment sur ce qu'ils appellent les mini-califats délocalisés. Et je dois dire que ça laisse un peu froid dans le dos, parce que la thèse du spécialiste, enfin ça a été étudié de façon très, très poussée sur un certain nombre de quartiers, des grandes villes comme Londres, Paris, etc., c'est que il y a des quartiers entiers où il n'y a plus d'autorité de l'État. La police évite d'ailleurs d'y aller, toujours pour les mêmes raisons. Et puis, l'autorité effective sur le terrain est celle d'un réseau d'imams qui enseigne aux jeunes à se couper le plus possible de la société française parce qu'elle est mécréante, elle est épouvantable, elle est athée, tout ce que vous voudrez. Et en même temps, on enseigne à ces jeunes, effectivement, des principes selon lesquels il faut lutter contre cette société impie et éventuellement même se préparer un jour à des actions physiques si c'est nécessaire. Je rappelle que, c'est assez connu d'ailleurs, qu'il y a des stocks d'armes tout à fait considérables dans ces zones de non-droit. C'est des zones de non-droit. Quand vous dites Saint-Préfet, il va vous dire, il n'y a pas de zone de non-droit, monsieur. Ben si, il y a des zones où le droit ne s'applique pas. Et notamment le port d'armes. Alors, le port d'armes, même c'est le patron des services secrets auprès de Macron qui me disait, il y a encore 15 jours, qui me disait qu'on avait vraiment des sacrés problèmes administratifs, de coordination administrative avec le port d'armes, puisque l'un des apprentis terroristes qui a voulu œuvrer sur les Champs-Élysées, ça n'a pas donné. Il avait 6 ports d'armes différents qu'il avait obtenus dans 6 préfectures différentes. C'est quand même assez extraordinaire. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas au point. Hein. Oui. Ça n'a pas trop été dit d'ailleurs. Ça n'a pas trop été dit. Ça n'a pas été retransmis au peuple. Ben voilà, c'est ça. Il y a des choses qui ne sont jamais retransmises. Bon. Et alors, donc, l'idée de ces califats délocalisés, c'est extrêmement grave, disait le rapporteur russe là, de l'Académie des sciences, section de l'Europe. Il disait parce que c'est dans ces zones, évidemment, que va se faire le recrutement des futurs djihadistes. Et donc, dans quelques années, vous allez avoir un problème qui sera peut-être encore plus important que celui que vous avez aujourd'hui. Et on ne comprend pas que les pouvoirs publics dans vos pays, enfin, ils ne m'apostrophaient pas spécialement, mais préfèrent fermer les yeux, disons, sur l'existence de ces mini-califats. L'expression, d'ailleurs, elle vient uniquement de l'Académie des sciences russes. Hein, elle n'est pas utilisée chez nous, à tort. Il dit, mais c'est extrêmement grave parce que dans ces zones-là, effectivement, règne une espèce de charia, en quelque sorte, qui s'impose aux femmes, qui s'impose aux jeunes, qui s'impose à tout le monde. Les personnes qui ne sont pas musulmanes sont expulsées de facto. C'est ce qui s'est passé à Elne. Exactement. Oui. Ils sont expulsés de leur quartier parce que comme ils ne sont pas à l'unisson avec les imams qui dirigent cette portion de territoire français, finalement on les met dans une situation telle qu'ils sont obligés de s'en aller, ils déménagent. Donc on a en fait des quartiers monoethniques.
Bon, ce qui est encore plus Le préoccupant. communautarisme. C'est ça, des quartiers monoethniques où donc il y a une loi particulière qui s'applique, où il y a des préparations d'activités dangereuses, où il y a des accumulations de stocks d'armes. Et tout ça, d'abord on n'en parle pas à la population parce que ce serait sans doute l'inquiéter, donc on n'en parle pas. Et en plus on ne mène pas d'action véritable, toujours parce qu'on se dit, si on mène une action, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a des répliques, ils vont nous tirer dessus, donc nous on va tirer sur eux, et là on a une émeute. Bon, et donc il faut surtout pas qu'il y en ait. Donc on préfère fermer les yeux de façon absolument totale sur ces quartiers-là. Voilà, ça c'est le dernier élément d'information que j'ai eu donc à ce séminaire. Qui n'est pas rassurant, mais qui nous renforce dans la volonté justement de créer des réseaux de citoyens français qui peuvent relayer effectivement l'activité des forces de l'État, parce que l'ampleur du problème est tout à fait considérable. Moi-même, j'ai fait d'ailleurs un rapport dans ce même séminaire sur le terrorisme pour expliquer, mais ça les Russes étaient convaincus d'avance, mais pour expliquer que le problème n'est pas, ce qui serait beaucoup trop facile, l'existence, disons, de quelques milliers de terroristes tueurs, et puis du reste de la population qui est parfaitement innocent, sympathique, etc. C'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est des cercles concentriques. Alors, vous avez un premier cercle, c'est les terroristes, donc, qui tuent. Alors ceux-là, on les surveille, on les met en fichier S, avec efficacité que ça, relative. Et puis ensuite, vous avez un deuxième cercle, qui est le cercle de ceux qui sont totalement islamistes, idéologiquement, je veux dire. Donc, ils sont persuadés que les tueurs ont raison, mais qui, eux, ne tueront jamais. Bon. Par contre, ils sont prêts à donner une aide logistique, une voiture, un appartement, des choses de ce genre. Bon. Alors, cette population-là, elle pose beaucoup plus de problèmes, si je puis dire, paradoxalement, parce que c'est pas quelques dizaines de milliers de personnes, hein, on est plutôt près du million, là. Il y a beaucoup plus de gens qui sont vraiment convaincus, mais c'est vrai qu'ils ne passeront jamais à l'acte, ils ne tueront jamais personne. Bon. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Ensuite, il y a un troisième cercle, c'est ceux qui sont d'accord avec l'idéologie islamiste, qui ne tueront jamais, ça c'est certain, et puis en plus ne donneront pas d'aide logistique aux terroristes. Ça fait peut-être, alors d'après les sondages qui sont faits en Angleterre d'ailleurs aussi, en France, ça peut faire 2-3 millions de personnes quand même, hein, donc c'est loin d'être négligeable. Parce que c'est un milieu qui effectivement n'est pas actif, mais qui partage les idées des extrémistes, et c'est un milieu où évidemment des jeunes reçoivent une éducation qui est celle du milieu dans lequel ils sont, et ça peut donc les pousser à passer et à entrer dans un autre cercle, hein, un cercle, soit le cercle logistique, soit le cercle des tueurs. Donc ça fait déjà 3 cercles. Ensuite, vous avez le 4e cercle, alors ça c'est les indifférents, il y en a. Il y a des tas de musulmans qui sont complètement indifférents à cette affaire, qui ne veulent pas s'en mêler. Et puis, quelques millions là. Bon. Et puis enfin, vous avez un 5e cercle, c'est ceux qui sont publiquement contre les terroristes. Les musulmans, je veux dire, qui prennent position publiquement contre les terroristes. Et là, on est toujours très très déçus parce que il arrive qu'il y ait des déclarations qui soient faites. Bon, enfin, dans l'ensemble, ils se taisent parce qu'ils ont peur. Enfin, ils ont peur des autres, en fait. Donc voilà. Alors voilà l'état de la population, disons, qui circule dans et autour du milieu terroriste, qui fait que ceux-ci peuvent être efficaces parce qu'ils sont, comme disait Mao Tse-tung. Mao Tse-tung disait le bon révolutionnaire. C'est un révolutionnaire qui circule dans le peuple comme le poisson dans l'eau. Ben là, c'est pareil, le bon terroriste, c'est quelqu'un qui circule dans sa communauté, disons, comme le poisson dans l'eau. Parce que s'il n'y avait pas de communauté autour, évidemment, il ne se passerait rien. Ce qui fait que la théorie du fameux loup solitaire, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas cliniques presque, mais ça n'existe pas. En réalité, ils sont tous connectés. Alors, soit ils sont connectés entre eux sur des zones géographiques locales, comme les petits califats, soit ils sont connectés par la voie des méthodes modernes de communication, c'est-à-dire par le téléphone portable, par Internet, etc. Ils communiquent directement avec des réseaux terroristes d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Et en fait, ils sont ici sans être ici. C'est-à-dire que mentalement, ils sont là-bas, tout en étant ici. Voilà. Donc, ça crée une situation, évidemment, extrêmement dangereuse qu'il faut avoir. Alors, nous, un des rôles de notre association, c'est notamment peut-être de dénoncer cela, de dire ce que je viens de dire.
c'est déjà le début. Ça vaut mieux que de vivre dans l'inconscience la plus totale. Tout à fait, Yvan Blot. Alors, ici, le temps tourne et je voulais aussi vous entendre, en particulier le général Martinez. Vous avez fait dernièrement ce qui a été beaucoup relaté, en tout cas, si ce n'est dans la grande presse, pas trop, mais sur les réseaux sociaux. Vous avez fait une alliance avec le général Picmal. Il faut rappeler, général Martinez, que vous présidez un comité de soutien qui réunit un peu plus de 50 généraux ou amiraux d'ailleurs de seconde section. Après ce qui s'est passé concernant le général Picmal à Calais, tout le monde connaît l'histoire. On a vu que malgré ce comité de soutien, aujourd'hui, le général Picmal n'est plus qu'un retraité, il n'est plus un général de seconde section. Il y a cette propension qui ne cesse d'étonner du chef de l'État, cette propension à humilier l'institution militaire. On l'a vu avec le général Pierre de Villiers, ça c'est su. Il y a, je crois, depuis peu une nouvelle polémique sur l'ordre protocolaire du chef d'état-major particulier du président de la République. Général Martinez, il ne fait pas bon aujourd'hui en France d'être un militaire haut gradé, de haut rang, même en seconde section. Oui, en fait, on aurait pu penser le contraire lors de la prise de présidence par le président Macron, puisqu'il était tout de suite parti sur son commande-car lors du 14 juillet. En fait, le général Picmal, comme vous le dites, son recours en Conseil d'État a été rejeté récemment. Et donc, il ne lui reste plus que la solution, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, nous sommes en train de réfléchir à cette suite à donner avec le général Picmal, et on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines, sans aucun doute. Ensuite, vous parlez de cette polémique. Il n'y a pas de polémique parce que personne n'en parle, justement, parce que personne ne le sait. Il est de tradition depuis l'avènement de la Ve République qu'au niveau de l'Élysée, je ne parle pas du président, mais l'ensemble des gens qui travaillent avec lui, le protocole prévoit un certain nombre de places qui sont non pas hiérarchisées, mais il y a un classement. Le premier, sur le protocole, a toujours été le secrétaire général. C'est tout à fait normal. Le numéro 2, ça a toujours été le chef d'état-major particulier de l'Élysée, un général 5 étoiles qui est du niveau du chef d'état-major des armées et qui est le conseiller le plus proche du président de la République. Eh bien, au cours du mois de septembre dernier, le président de la République a signé un décret modifiant ce protocole, cette liste. Cet ordre protocolaire. Cet ordre protocolaire. Et donc le chef d'état-major particulier de l'Élysée a été rétrogradé à la 3e place, au profit du directeur de cabinet de la présidence. Donc, je dis, après l'humiliation qu'a subie le général de Villiers, même si sur les plateaux, il nous dit que ça n'a pas été une humiliation pour lui, en tout cas pour les militaires et pour les généraux en 2e section en particulier, ça a été une humiliation. Nous avons là une seconde humiliation avec cet ordre protocolaire qui est changé en défaveur du chef d'état-major particulier. Alors j'avais vu un article signé par Guy Guinel, que tout le monde connaît, journaliste expert dans les matières de défense, qui terminait son article en disant que le prédécesseur de l'amiral actuel, chef d'état-major particulier de l'Élysée, son prédécesseur, le général Puga, n'aurait pas accepté cela. Il a beaucoup accepté, le général Puga, entre autres sur la Syrie, il a quand même beaucoup accepté. Et voilà, donc on peut dire, et moi je pose la question, s'il y a eu 2 humiliations, peut-être y en aura-t-il une 3e bientôt. Donc nous l'attendons, nous allons voir. Si je puis me permettre. Je vous en prie, Yvan Blot. Une humiliation antérieure, mais enfin, elle n'est pas ressentie comme telle. Mais enfin, je ne sais pas comment elle est ressentie d'ailleurs, au fond, au ministère de la Défense, mais
c'est le fait que depuis plusieurs années, au ministère de la Défense, toute une série de postes très importants, notamment de type logistique, comme le directeur de budget, C'était civilisé. ont été civilisés. C'est-à-dire que maintenant, c'est plutôt des inspecteurs des finances qui tiennent les manettes, et ce ne sont plus les militaires. Et donc, ça va dans le sens, encore une fois, de la financiarisation de l'État. C'est Bercy qui devient une espèce de deuxième Matignon, en quelque sorte, et qui contrôle de plus en plus de choses aux dépens des ministères techniques. Et alors, dans le domaine militaire, ça a des conséquences, bien sûr, qui ne sont pas forcément toujours heureuses. On a plus de 2 minutes. Il vous reste 2 minutes pour conclure, messieurs, sur les volontaires pour la France. Quelques mots de conclusion, sachant qu'Yvan Blot va terminer. Peut-être 1 minute pour vous. 1 minute, oui, Général Martinez. je dirais qu'après l'annonce que nous avons faite en commun avec le général Picmal sur cette alliance que nous avons décidé de nos 2 organisations, le Cercle des citoyens patriotes du général Picmal et les volontaires pour la France d'Yvan Blot et de moi-même, ça a fait un certain remue-ménage sur les réseaux sociaux, ça bouge. Moi, je ne saurais qu'inviter les Français, et en particulier les patriotes que j'ai évoqués tout à l'heure, eh bien de nous rejoindre. Rejoindre les volontaires pour la France, c'est ça ? Volontaires pour la France, ou le cercle des citoyens patriotes, mais bon, je défends ma boutique, donc les volontaires pour la France, pour essayer, comme je le disais, ce qui est important, c'est d'atteindre un certain poids pour pouvoir justement peser sur certaines décisions. Yvan Blot, c'est la fin de votre émission. Eh bien, merci en tout cas, mon général, d'être venu, et mon cher coprésident, d'être venu nous donner ces explications en fin d'émission. C'était l'occasion, puisque vous passiez à Paris. Et merci à tous les interlocuteurs qui sont là. Madame Bugot, Monsieur Rémy, Monsieur Sanviti, Monsieur Stefanovic et Monsieur Pasco, et puis bien sûr Nicolas Stocker. Merci d'avoir participé à ce débat qui, je crois, était très, très vivant et qui, j'espère, a beaucoup intéressé nos auditeurs et nos auditrices. Donc je reprendrai une session dans un mois. J'aurai de nouveau une émission dans un mois, juste quelques jours avant Noël, où je compte parler d'un autre sujet, alors peut-être beaucoup plus politique que celui-là. Encore celui-là, il avait des aspects politiques, on ne peut pas le nier. Hein. Mais transpartisan, ça sûrement. Mais politique, oui. Mais là, je compte parler du grand remplacement. Très bien. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française, dirigé par Yvan Blot, assisté de Nicolas Stocker, diffusé en direct mercredi 22 novembre de 18h à 21h et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de ce livre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.